Passons maintenant à la structure eucaryote. D'abord, c'est quoi la définition d'un gène? Un gène, c'est tout segment d'ADN génomique porteur d'une information génétique transcrit en ARN et codant le plus souvent des protéines. On dit qu'un segment d'ADN est un gène s'il est transcrit en ARN. C'est une notion importante. Cet ARN peut être traduit ou non en protéines. C'est ça la définition d'un gène. Et c'est quoi un locus? Un locus, c'est le siège, la position ou le site physique d'un gène sur un chromosome donné. Donc, chaque gène a une position, une localisation bien définie au niveau d'un de nos 46 chromosomes. Qu'en est-il des pseudogènes? Les pseudogènes, ce sont des gènes inactifs. Donc, ils ne vont pas être transcrits en ARN et bien sûr ne seront pas traduits en protéines. Donc, ces gènes inactifs qui ne peuvent pas être transcrits et traduits en protéines fonctionnelles. Ils sont souvent localisés à proximité d'autres gènes dont ils sont issus par duplication. De manière simple, on a un gène en général qui va se dupliquer. Mais quand il va se dupliquer, il y aura des modifications au niveau de la séquence qui font en sorte que ce gène-là, que cette séquence plutôt, ne sera ni transcrite ni traduite et sera transformée en pseudogène. On va voir un exemple. On va prendre le gène SMN1 ou SMN-T et son pseudogène SMN2 ou SMN centromérique. Voici le gène SMN-T et voici le pseudogène SMN-C. Donc, le SMN-C ou SMN2 est issu par duplication du SMN-T. Donc, le SMN-T s'est dupliqué pour donner le SMN-C. Mais pourquoi ce MNC ou SMN2 n'est plus fonctionnel, n'est plus un gène? Pourquoi c'est transformé? Pourquoi il s'est transformé en pseudogène? Regardons en bas. En bas, c'est le SMN-T ou le SMN1, c'est le gène. On avait TTC au niveau de l'exon 7. À cette place cytosine, qu'est-ce qu'on a au niveau du SMN2 ou le pseudogène? Là, il y a remplacement d'une cytosine en guanine. De même au niveau de l'exon 8. Au niveau du gène, on avait de la guanine. Mais au niveau du pseudogène, on a l'adénine. Le changement au niveau de ces deux bases a transformé le SMNC en pseudogène. Ça veut dire le fait d'avoir ces modifications au niveau de la séquence vont rendre la transcription inactive et donc il n'y aura pas de traduction en protéines. Donc il est devenu inactif et il est devenu un pseudogène. Quelle est maintenant la structure d'un gène eucaryote? Il faut savoir que le gène ou les gènes eucaryotes sont constitués d'une alternance, ça veut dire d'une succession de séquences courtes nucléotidiques codantes appelées exons. L'exon seront codants. Ce sont eux qui vont correspondre à des codons au niveau de l'ARN messager et ces codons au niveau de l'ARN messager vont correspondre à des acides aminés au niveau de la protéine finale. À ces exons succèdent des séquences non codantes. Ça veut dire qu'ils ne seront pas présentes au niveau de l'ARN messager et ne seront pas traduites en acides aminés au niveau de la protéine finale. Ces séquences non codantes appelées des introns. En général, un gène se compose donc d'une succession d'exons et d'introns. Et le nombre de ces exons et des introns est fixe pour un gène, pour chaque gène. Par exemple, si on prend le gène SRY, il est constitué d'un seul exon. Chez tous les êtres humains, de sujets masculins, ils ont le gène SRY qui est composé d'un seul exon. Et donc, pour chaque protéine, presque tous les gènes eucaryotes possèdent des introns.
Mais il faut savoir que le nombre et la taille des intrants est variable d'un gène à l'autre. Voici un schéma qui récapitule la structure d'un gène eucaryote. Vous voyez en rouge les exons, c'est la partie codante. Et en rose, ce sont les intrants. À l'exon succède un intrant. À l'exon succède un intrant. À l'exon succède un intrant. Donc, les séquences exoniques en rouge seront traduites codantes, alors que les régions ici en rose introniques ne seront pas codantes. Par exemple, si je vous dis ATG au début d'un gène, ADG veut dire toujours au début d'un gène le début ou le site d'initiation de la traduction. C'est à ce niveau-là que va commencer la traduction. Au fur et à mesure de cet élément de module, je vais vous donner des exemples des séquences consensus. Maintenant, on va passer à la notion de dénaturation et de renaturation. C'est une notion très importante qu'on va utiliser dans les techniques et les outils de biologie moléculaire. C'est quoi la dénaturation de l'ADN? La dénaturation de l'ADN, c'est un processus transformant un double brin d'ADN en deux simples brins. Vous savez, les deux brins d'ADN, ils sont liés les uns aux autres par quoi? Par des liaisons hydrogènes. Si il y a rupture, si il y a dissolution, si il y a dissociation de ces liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires des deux brins de la même molécule d'ADN, c'est ce qu'on appelle une dénaturation. Pour récapituler, la dénaturation de l'ADN est un processus transformant un double brin d'ADN en deux simples brins, en rompant les liaisons hydrogènes entre les bases azotées des deux chaînes complémentaires de l'ADN. Comment on peut réaliser cette dénaturation in vitro, ça veut dire dans des tubes au laboratoire. Donc, au laboratoire, pour dissocier, pour rompre les liaisons hydrogènes entre deux brins d'ADN, tout simplement pour dénaturer une molécule d'ADN, on va soumettre l'ADN à tout agent chimique ou physique capable de déstabiliser les liaisons hydrogènes, à savoir le pH, la température, certains solvants, certaines concentrations ioniques très élevées et certains agents alcalins. Nous, au laboratoire en génétique, on utilise plus la température. Quand on augmente la température, il y a rupture des liaisons hydrogènes entre les deux brins complémentaires de la molécule d'ADN. C'est le processus, c'est l'agent qu'on utilise au labo pour dissocier, dénaturer d'ADN. Là aussi, il y a une autre notion importante à comprendre. C'est la température de fusion moléculaire, ou TM. La température de fusion moléculaire, ou TM, c'est la température à laquelle la moitié des molécules d'ADN est dénaturée. D'accord? Donc, on a la moitié des molécules est dénaturée, donc elle est devenue en simple brin, et la moitié est en double brin. Comment on calcule la température de fusion moléculaire? On la calcule par le biais de cette équation. Donc, le Tm égale 2 fois AT. Donc,
plus 4GC. Prenons maintenant un exemple concret pour calculer la température de fusion. Prenons cette séquence. Comment on calcule la température de fusion? Je vous ai dit, c'est 2AT plus 4GC. Donc, quand on calcule AT, AT c'est le nombre de bases appareillées. AT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 2 fois 7 plus 4 fois le nombre de bases appareillées GC. GC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça va faire 2 fois 7 plus 4 fois 7. Donc, le total, c'est 42. Donc, c'est facile de calculer la température de fusion ou d'hybridation quand on connaît la séquence d'un fragment d'ADN. Donc, on peut suivre ce processus de dénaturation de manière spectroscopique et mesurer la température de fusion. Ce processus correspond à une augmentation de l'absorption dans l'UV, les ultraviolets, lors du passage de la forme double brun vers la forme simple brun. Maintenant, c'est quoi une renaturation? La renaturation, c'est la réassociation des liaisons hydrogènes entre les bases azotées complémentaires des deux brins de la même molécule d'ADN. Cette renaturation a lieu quand la température diminue. Pour récapituler, quand la température retombe, diminue, les chaînes complémentaires, donc la même molécule d'ADN, se réassocient 2 par 2 avec réapparition des liaisons hydrogènes. C'est ce qu'on appelle la renaturation. Pour conclure, les nucléotides sont constitués d'une base azotée, d'un sucre pentose-ribose dans l'ARN ou des oxyriboses dans l'ADN et un groupement phosphate. Les bases azotées sont subdivisées en purine AG adényle-guanine ou pyrimidine CTU, cytosine, thymine dans l'ADN et uracile dans l'ARN. Le pentose, c'est un sucre. Donc, le ribose dans la molécule d'ARN et le 2' désoxyribose dans la molécule d'ADN. L'acide nucléique, c'est un polymère ou un enchaînement linéaire de plusieurs nucléotides. L'ADN est formé de 2 chaînes de nucléotides antiparallèles, complémentaires et hélicoïdales. L'ADN est le support de l'information génétique nécessaire à la structure et au fonctionnement de la cellule. L'information génétique des virus, bactéries, des mitochondries et des chloroplastes est le plus souvent contenue dans une petite molécule d'ADN circulaire associée à relativement peu de protéines. L'ADN eucaryote s'associe à des protéines pour produire ou former la chromatine, formant les chromosomes rassemblés dans le noyau cellulaire. L'unité de base de la chromatine est le nucléosome formé d'un cœur d'histone entouré d'un filament d'ADN mesurant 146 paires de bases. Le gène est une séquence d'ADN ou tout segment d'ADN génomique porteur d'une information génétique transcrit obligatoirement en ARN et codant le plus souvent des protéines.
Voici le schéma suivant qui résume ce qu'on a vu et surtout la structure de la chromatine. Donc, vous voyez, là, c'est le nucléosome avec l'octamère histonique contenant 2H2A, 2H2B, 2H3 et 2H4, autour duquel est entouré un filament d'ADN mesurant 146 paires de bases. Ces nucléosomes sont liés les uns aux autres par un filament internucléosomique qui contient la protéine histone H1. Donc, le collier en perles de ces nucléosomes va s'enrouler, se condenser, se compacter jusqu'à former la fibre nucléosomale qui va continuer à se compacter, à se condenser jusqu'à atteindre le maximum de compaction au niveau du chromosome métaphasique. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau cours.